bonjour à tous, bienvenue. Nous allons démarrer ce webinaire sur les actualités vaccinales 2022 qui vous est proposé par le CRES en partenariat avec l'Agence régionale de santé. C'est le troisième de l'année après la vaccination contre le SARS-CoV-2 et la vaccination contre la grippe. Donc, nous recevons cette fois le docteur Patricia Minaya Flores, qui est chef du service évaluation en santé publique et évaluation des vaccins à la Haute Autorité de Santé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que la HAS est au cœur de la stratégie de vaccination puisqu'elle détient l'expertise vaccinale et elle élabore notamment le calendrier vaccinal qui est ensuite arrêté par le ministère de la Santé. Vous allez intervenir sur plusieurs points d'actualité. Le calendrier vaccinal 2022 avec un zoom tout particulier sur la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte, qui est une des nouvelles recommandations cette année. Vous avez également prévu d'évoquer avec nous la vaccination contre les infections à rotavirus, puisqu'il y a une évolution de la stratégie vaccinale et des perspectives de remboursement de cette vaccination. Et vous évoquerez également l'élargissement des compétences vaccinales des professionnels de santé chez l'adulte et chez l'enfant. Vous répondrez ensuite aux questions des participants dans un deuxième temps vers 11h40. Nous avions hier 140 inscrits, des médecins, des infirmiers, des pharmaciens en grande majorité, quelques infirmières scolaires, des chargés de prévention et plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé. Docteur Minaya Flores, merci de bien vouloir partager votre diaporama avec nous. C'est pour moi un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter les actualités vaccinales de cette année, notamment le calendrier vaccinal 2022, mais pas que. Et j'espère pouvoir répondre à vos nombreuses questions à la fin de la présentation. Tout d'abord, je souhaite faire un focus sur la politique vaccinale en France pour pouvoir comprendre notamment quel est le rôle de la HAS dans cette politique vaccinale qui est élaborée par le ministre en charge de la santé et qui passe par des différents outils, notamment la publication du calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de Santé. Et ce calendrier va contenir principalement des recommandations vaccinales générales en fonction de l'âge notamment, et puis des recommandations vaccinales particulières qui vont permettre de cibler des publics avec des caractéristiques particulières comme les femmes enceintes, les nourrissons prématurés ou encore les personnes immunodéprimées, et aussi avec des expositions professionnelles spécifiques. Comment l'HAS, quel rôle vient jouer l'HAS dans cette politique vaccinale? Il faut savoir que les recommandations vaccinales et l'évaluation des vaccins qui seront incluses, enfin les vaccins qui seront inclus dans des stratégies qui ont déjà été définies à l'HAS, passent par une procédure qui est très collégiale, méthodologiquement parlant très structurée, et qui se réalise au sein du service que je dirige, mais non pas de façon isolée, mais avec la contribution d'un panorama d'experts venus de toute la France, voire d'ailleurs. Donc l'HAS reçoit différents types de demandes provenant soit d'un fabricant qui arrive avec un nouveau vaccin, qu'il souhaite voir si son vaccin peut être intégré ou non dans les stratégies déjà existantes, soit un nouveau vaccin pour une toute nouvelle, la prévention d'une toute nouvelle maladie heu, qui n'est pas encore, pour laquelle la vaccination n'est pas encore prévue. Et nous réalisons aussi une surveillance, un suivi de tous les nouveaux vaccins qui peuvent sortir sur les marchés et ils sont en cours de développement. Et encore, on a la grande saisine émanant du ministère qui nous pose tous les ans la question de réviser le document qui sert de base, donc le calendrier vaccinal. Et notre service, qui est le service d'évaluation en santé publique et en évaluation des vaccins, a aussi des recommandations à faire en termes de différentes euh, interventions en santé publique, dont le dépistage des cancers, le dépistage néonatal et autres, tout type d'intervention pour la promotion et la prévention à la santé. Donc une fois que ces demandes arrivent à l'HAS, elles arrivent dans notre service et nous réalisons une analyse approfondie des données. Nous sommes une équipe avec une haute expertise dans tout ce qui concerne la recherche clinique. Nous réalisons des revues systématiques de la littérature pour pouvoir
pour pouvoir faire une synthèse qui reflète l'état actuel de la technologie ou de la vaccination, des stratégies vaccinales dans le monde. Et ensuite, nous préparons un projet de recommandation qui sera vu en commission technique des vaccinations. Après examen de cette commission, pour laquelle parfois on arrive avec la position d'un groupe de travail auquel nous invitons des experts et des professionnels et des représentants des usagers ou des patients de toute la France. Nous présentons la recommandation au collège de l'HAS. C'est in fine le collège de l'HAS qui adopte ou pas la recommandation donnée. Ensuite, euh, il s'agit bien d'une recommandation, c'est-à-dire que nous, comme institution, nous donnons un avis, une opinion au ministère et la décision est prise par le ministère, par le ministre de la Santé et par nos collègues du ministère. Je pense que c'est important à comprendre parce que même dans la présentation d'aujourd'hui et même dans les réponses que je pourrais vous donner, je suis aujourd'hui la représentante de la HAS. Donc, nous avons émané une série, enfin, publié une série de recommandations et c'est ensuite au ministère de les suivre ou pas et de les appliquer et de les rendre opérationnels auprès du territoire. Commençons donc par le calendrier vaccinal 2022. Encore une fois, le calendrier, il est disponible sur le website du ministère. C'est un outil qui est très, très, très utile, qui est complet, où vous allez retrouver, je vous invite vraiment, si ce n'est pas encore fait, mais moi j'imagine que vous êtes nombreux à le connaître, à le télécharger, à l'avoir avec vous, parce que finalement, il y a toujours les points clés sur les nouveautés, sur les actualités en début du calendrier, avec une entrée par maladie prévenue, enfin, qui peut être prévenue par la vaccination, et ensuite toutes les populations spécifiques. Donc, je vous invite vraiment à aller le regarder. Et aujourd'hui, je vais passer cette présentation surtout sur les tableaux qui sont présentés en général au chapitre 4 et qui sont des tableaux qui apparaissent dans la carte postale que nous connaissons tous et qui permettent vraiment de nous retrouver assez facilement pour la pratique clinique. Alors, quelles sont les nouveautés pour cette année? Le calendrier vaccinal, il est toujours publié en début d'année, vers le mois de février. Cette année, l'activité du service a été, comme vous l'imaginez tous, très prise par tout ce qui concernait les vaccins Covid-19. Donc, nous avons un calendrier qui a été publié un tout petit peu en décalage, mais nous avons pu intégrer toutes les nouvelles évaluations qui ont été réalisées par le service. Les principaux changements sont d'un côté l'introduction de la vaccination contre les méningocoques B, que nous proposons de réaliser à 3 mois, à 6 mois, puis un rappel à 12 mois, mais qui peut être initié dès 2 mois après la naissance et avec un rattrapage possible jusqu'à 2 ans. Euh, Ensuite, vous allez voir que et évidemment, les populations particulières à risque doivent être protégées. Et donc, enfin, le calendrier propose de continuer à les protéger avec des rappels tous les 5 ans, avec Trumemba, qui est un nouveau vaccin qui est entré avec un schéma à 2 doses qui peut être aussi proposé ou à 3 doses. Donc, l'intervalle entre 2 doses, c'est à 6 mois. Et si vous optez pour un schéma à 3 doses, ça sera 2 doses à 1 mois d'intervalle, suivi d'une dose au moins 4 mois après la seconde dose. Mais tout ça, encore une fois, vous le trouvez en détail dans les tableaux explicatifs et dans le texte du calendrier vaccinal. Ensuite, une autre nouveauté, c'est la vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte qui est à réaliser entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée, entre la semaine 20 et 36 d'aménorrhée. Et il faut savoir que nous avons opté pour maintenir la stratégie de cocooning dans les cas où la femme enceinte n'aurait pas reçu sa vaccination.
Ce sont 2 stratégies, pour laquelle la plupart des pays font le choix d'une ou l'autre, globalement. Nous sommes dit que pour, faciliter la transition entre cette stratégie, s qui vise à cibler les femmes enceintes versus les stratégies qui visent à cibler, l'entourage du nouveau-né avec une stratégie de cocooning. Enfin, c'est ce que comme vous la connaissez très bien. Hem Peuvent encore, pour pouvoir passer d'une stratégie à l'autre et pour maintenir la transition, nous proposons de maintenir les stratégies de cocooning seulement si la femme enceinte n'a pas été elle-même vaccinée. Et j'aimerais vraiment m'arrêter, sur ces changements, sur cette introduction de cette vaccination parce que, elle se base tout simplement par le fait que la protection du nouveau-né est beaucoup plus efficace et cette protection est la plus efficace quand, la vaccination, de la mère, est réalisée puisqu'elle confère des anticorps anticoquelucheux, qui sont transférés via le placenta, pendant la grossesse. Et de cette façon, ces transferts avec à haute dose, on va dire, de ces anticorps vont permettre que, le bébé puisse être protégé jusqu'au moment où lui-même recevra la vaccination. C'est une stratégie, qui est efficace. Nous avons trouvé dans la littérature, qu'elle réduit, à plus de 50 les hospitalisations et on a une réduction de 95 des décès liés à la coqueluche chez les, nouveau-nés nourrissons de moins de 3 mois. Et en plus, qui d'efficacité dit aussi regarder le côté sécurité, la balance sécuritaire. Et en fait, c'est une vaccination, nous ne sommes pas le premier pays à y aller. Elle est déjà appliquée dans une trentaine de pays dans le monde avec, jusqu'à 10 ans de recul, sans aucun signal de pharmacovigilance, ni pour la mère, ni pour le fœtus, ni pour le nouveau-né. Donc c'est une vaccination efficace et sûre. Finalement, si, vous n et encore une fois, et je me répète peut-être, mais il faut que ce soit clair, si la mère, pour des raisons de probablement acceptabilité, n'est pas vaccinée, il faut quand même maintenir la vaccination de l'entourage. Vous vous en doutez qu'en termes de stratégie, et si on compare ces 2 stratégies, la plus, coût efficace est la vaccination de la mère puisque par principe, on ne vaccine qu'une seule personne versus, 3, 4 ou 5 membres de la famille. Si on compte les les personnes qui gardent l'enfant, les grands-parents, donc ça peut très vite, augmenter. Enfin, on a besoin de plus de vaccination et de toute façon, garder en tête que cette vaccination est la plus efficace, si on compare d'autres stratégies. Ensuite, nous avons eu un tout petit changement, sur la grippe saisonnière suite à l'avis, qui a réalisé le Haut Conseil de santé publique, sur, les expositions, auxquelles sont soumises tous les professionnels qui élèvent, des d'animaux, enfin qui ont une fonction d'élevage, notamment, sont exposés au virus d'influenza porcin et aviaire. Et nous avons introduit suite à cet avis, ça nous a semblé tout à fait cohérent qu'il faudrait vacciner ces professionnels pour pouvoir les protéger dans un principe de gestion non seulement de la maladie, mais aussi pour pouvoir arrêter le passage des virus d'un réservoir à l'autre en fait. Donc c'est une, recommandation qui est entrée cette année dans le calendrier vaccinal. Alors, je sais que vous êtes, très attentifs aux, aux caractéristiques sociodémographiques et aux professions de vos patients. Il faut toujours penser à demander si c'est le cas de ces personnes, il faut leur proposer donc, cette vaccination dès maintenant. Ça, c'est pour le focus, calendrier vaccinal. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler,
des nouvelles recommandations d'autres sujets, notamment sur les vaccinations contre les infections à rotavirus, parce que si bien ce travail a été réalisé courant l'année 2022 et ne sera pas pris en compte dans le calendrier que pour le calendrier des vaccinations 2023, qui sortira, comme je vous dis, d'ici quelques mois au début de l'année 2023. Nous avons comme information que les vaccins pourraient être bientôt recevoir la validation pour une prise en charge. Donc, il y aura un remboursement de ces vaccins et nous croyons que c'est très important que le message commence à passer parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette vaccination avait déjà été mise en place en France et elle avait été arrêtée pour un souci de sécurité, enfin pour plutôt des alertes de sécurité. Et nous avons réévalué, nous avons balayé absolument toute la littérature en termes non seulement d'efficacité, mais surtout de sécurité pour, être sûr que la balance, efficacité-sécurité était favorable à la vaccination et effectivement après, l'analyse de toute la littérature et des données, déposées par les 2 fabricants des Rotarix et Rotatec, la HAS recommande cette vaccination contre le rotavirus pour tous les nourrissons âgés de 6 semaines à 6 mois, en respectant les schémas vaccinal qui est fourni et préconisé par les fabricants selon le vaccin. Ce sont des vaccins qui peuvent être administrés par voie orale. Vous savez quand il y a du sucré, comme il y a du sucré dans ces vaccins, il permet, de faciliter, les vaccinations, d'autres, par voie injectable donc on trouve d'ailleurs que l'acceptabilité peut être très, très bonne et les schémas vaccinaux sont pour Rotarix, à faire, 2 doses à 2 et 3 mois de vie et pour Rotatex, ce sont 3 doses à faire à 2, 3 et 4 mois de vie. Encore une fois, nous avons évalué l'efficacité. Dans les pays qui ont une très bonne couverture vaccinale chez les enfants, chez les nourrissons, à plus de 80, il a été observé une réduction des hospitalisations dues à des gastroentérites aiguës causées par des rotavirus entre 65 pardon, et 84. C'est sûr que c'est une maladie qui est un poids dans les systèmes de santé, dans notre système hospitalier. Je ne vais pas vous l'expliquer, vous la connaissez très bien et même si, le taux de décès n'est pas important, la vaccination sert quand même à réduire les hospitalisations et ça va dans le sens du bien-être, du bénéfice tant de nos petits bébés, enfin des patients que, du de la, du système de soins en lui-même, hein, du système hospitalier qui, je ne vais pas vous cacher, est dans un état, que nous connaissons tous et qu'il faut protéger. Et en matière de sécurité, la raison pour laquelle, ces vaccins avaient été arrêtés, était, le surrisque d'invagination intestinale aiguë. C'est un surrisque qui existe, qui doit être pris en compte et qui est estimé à 6 cas pour 100 000 enfants et qui est surtout, vu, dans les 7 jours qui suivent la vaccination. C'est un risque qui est là, mais quand on pose un bon diagnostic, quand le diagnostic il est posé de façon précoce et le recours à l'échographie le permet et que l'intervention est réalisée, dans les délais où il faut agir, cette prise en charge est efficace et l'invagination intestinale se traite facilement et il n'y a aucune gravité. Alors, à la Haute Autorité de Santé, nous nous sommes dit et la recommandation va dans le sens de, proposer cette vaccination et surtout de l'accompagner par, une information auprès des professionnels, comme c'est ce que je fais aujourd'hui, mais ça sera aussi le rôle d'autres institutions comme Santé publique France et l'ANSM pour que, nous puissions avoir en tête ces surrisques qui est rare, 6 cas pour 100 000 reste un risque rare
et surtout, informer les patients et enfin les parents, de ces bébés sur ces risques en les sensibilisant heu, à la fourchette, des 7 jours et au fait qu'il y a des signes cliniques qui sont évocateurs. Donc dès qu'il y a des pleurs inhabituels, un refus de s'alimenter ou de boire, que le bébé vomit, qu'il est pâle, qu'il est vraiment, hypotonique et qu'il y a des présences de sang dans les selles, il faut consulter et les pédiatres savent très bien prendre en charge ce type d'événements. Donc, tout passe par, l'information des parents. Voilà, donc, informer tout d'abord les professionnels et ensuite, sensibiliser vraiment les parents à ces signes évocateurs qui permettront, de pouvoir, déceler, les cas échéants une, cet événement rare. Un autre point sur lequel, je voulais m'arrêter, c'était, l'élargissement des compétences vaccinales. Peut-être je me répète, mais encore une fois, c'est une recommandation qui a été réalisée par l'HAS à destination des pouvoirs publics. Le ministère est en ce moment en train de, adapter, donc les compétences vaccinales en matière de, prescription et administration, des sages-femmes, des infirmiers et des pharmaciens pour, les aligner à nos recommandations. Ça va passer par, une série d'ajustements et de modifications des différentes lois parce que, les compétences ne sont pas régies par une seule loi pour tous les professionnels, mais il y a des subtilités juridiques, pour lesquelles je ne suis pas la mieux placée, mais, c'est plutôt mes collègues des services juridiques du ministère. Mais en tout cas, sachez que, la HAS a longuement travaillé et pour cela, elle a réuni, les conseils nationaux professionnels, elle a procédé à des auditions. Le projet des recommandations a été évidemment vu, en CTV où il y a la représentation de tous les professionnels concernés. Donc, nous avons des pharmaciens, des infirmiers, des médecins, et des sages-femmes également et cet élargissement de compétences vaccinales a eu lieu, dans un contexte très particulier. Tout d'abord, il y a eu, l'élargissement pour la vaccination, antigrippale et nous avons très bien vu que le fait de permettre aux pharmaciens et aux infirmiers de participer à cette vaccination a permis qu'ils deviennent vaccinateurs et qu'ils gagnent en expérience et vous avez les chiffres, à l'écran et c'est surtout, la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19, qui a fait écho, je pense que dans tous les professionnels sur, la capacité, de tous les professionnels de santé pour, et au niveau local pour, s'organiser et mettre en place des centres de vaccination, pour, gérer des stocks de vaccins, de réaliser, les suivis des patients et on a très bien vu qu'en fait on peut très bien assurer et cette campagne nationale de vaccination à une échelle, qu'on n'avait jamais vue, parce qu'on a vacciné, des millions de personnes dans un temps très contraint, nous a montré que, nous étions prêts pour, élargir les compétences vaccinales de ces professionnels. Donc, 2 éléments de contexte, qui nous ont permis en plus des demandes de certains professionnels et d'un autre côté, nous avons une, couverture vaccinale, qui n'est pas la meilleure du monde. On pourra en parler, sur, les pourquoi et les causes, mais
nous pensons que, encore une fois, l'état du système de santé en général, avec 10% des patients, des citoyens qui n'ont pas de médecins traitants, et la difficulté pour certains de nos citoyens à retrouver des créneaux pour des consultations médicales, et avec un parcours vaccinal qui pouvait être complexe, avec un prescripteur, un fournisseur, puis un autre professionnel qui faisait l'acte d'administration, était un peu complexe. Alors, avec donc pour objectif améliorer la couverture vaccinale, et le parcours vaccinal de notre population, nous avons travaillé sur ces sujets que nous avons divisés en 2. Tout d'abord, nous avons publié des recommandations pour les personnes de 16 ans et plus, donc des adolescents jeunes et adultes, et nous avons fait le pari de faire une extension large, très, très large, puisque, nous avons élargi tant la prescription comme l'administration pour tous les vaccins, aux infirmières, aux pharmaciens et aux sages-femmes, hem, avec seulement une exception, qui est celle de, on a mis l'exception des vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées, puisque, celle-ci doit rester une compétence réservée aux médecins. Il y a des complexités, et surtout, une prise en charge qui doit être gérée par le médecin, et nous pensons, enfin les professionnels étaient tout à fait d'accord sur le fait que c'est une prise en charge très spécialisée, et les risques avec les vaccins vivants chez les personnes immunodéprimées ne sont pas les mêmes que pour les autres, pour les personnes immunocompétentes. D'ailleurs, lors de notre analyse, il n'y avait aucune alerte donnée de la part de l'ANSM, de l'Agence nationale de sécurité du médicament, pour cette ouverture. Encore une fois, à l'exception de la vaccination des personnes immunodéprimées avec les vaccins vivants. Et ça pour la prescription, et l'acte d'administration, elle était élargie aux 3 autres professions sans aucune exception. Dans les cas des enfants et des adolescents de moins de 16 ans, cet élargissement a été vraiment étudier, non seulement par rapport à l'acte vaccinal, mais aussi en prenant en compte que généralement les vaccinations coïncident avec les visites obligatoires et recommandées du nouveau-né, des nourrissons, et aussi une fois par an des enfants entre 2 ans et 15 ans, enfin et 10 ans. Et de ce fait, il était important pour nous de maintenir la recommandation du fait que l'enfant doit être vu dans sa globalité, que pour les parents, c'est important de réaliser des visites médicales pour ces enfants, puisque il n'y a pas que l'acte vaccinal à l'occasion de ces rendez-vous de suivi. Il y a l'enfant, il est vu pour d'autres aspects, pour nous assurer qu'il grandit bien, que sa courbe du poids est correcte, qu'il se nourrit bien, il n'y a pas de maladies chroniques ou d'autres qui s'installent. Il y a le bien-être psychologique des parents. En fait, il y a d'autres considérants, et d'autres aspects à regarder lorsque un enfant ou un nouveau-né, ou un nourrisson vient au cabinet voir le médecin et ou la sage-femme. Et de ce fait, la l'élargissement a été réalisé de façon très ouverte à partir des 24 mois pour les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. Mais en ce qui concerne les nouveau-nés et les nourrissons, les sages-femmes, elles ont gardé les 2 compétences,
à l'exception, encore une fois, de la prescription des vaccins vivants chez les tout petits bébés immunodéprimés, qui, encore une fois, restera de la compétence réservée aux seuls médecins. Par contre, nous n'avons pas élargi cela aux pharmaciens et dans les cas des infirmiers, l'élargissement a été fait pour l'administration, parce qu'il faut savoir, enfin, je pense que vous étiez très bien au courant qu'avant, il fallait avoir une ordonnance prescrivant l'administration. Maintenant, cette ordonnance a sauté. Les infirmiers peuvent administrer, puisque les patients auront eu, l'ordonnance pour le vaccin. Par contre, nous avons gardé cette prescription pour les médecins et les sages-femmes et ça n'a pas été ouvert pour les infirmiers, dans le cas des nouveau-nés et des nourrissons jusqu'à 23 mois. J'espère avoir été claire parce qu'il y a, ces subtilités, étaient très importantes. Nous avons établi ces recommandations, encore une fois, en concertant avec tous les corps professionnels représentés et avec les spécialistes qui siègent à la CTV et les membres du collège de l'HAS. Hem, Moi, je suis ouverte, à toute discussion. Il est 11h35, donc je pense que j'ai respecté les temps. Hem, Merci beaucoup pour votre attention et je vous invite à visiter le website, enfin notre site internet has-santé.fr. Vous y retrouverez, toutes nos recommandations, tant, sur, la vaccination, mais aussi tous les travaux qui sont publiés, au sein de l'HAS dans divers champs qui, je suis sûre, sont de votre intérêt. Et encore une fois, ce sont des recommandations en ce qui concerne la vaccination et les interventions en santé publique, à destination des pouvoirs publics et après, c'est, le gouvernement qui met en place, les actions au niveau national et qui s'occupe de l'opérationnalisation de ces recommandations-là. Merci beaucoup pour cette intervention et toutes ces informations qui vont, je suppose, susciter des questions de la part des participants. Donc la parole est à vous. Vous pouvez lever la main, intervenir en direct. Alors, la HAS, a émis des recommandations, concernant la campagne vaccinale à l'automne-hiver. Hem, Tout d'abord parce que, la crise sanitaire n'est pas vraiment finie, mais, nous devons, heu nous pensons et on ne travaille que sur des hypothèses qu'il faut faire glisser notre stratégie vaccinale qui a été vraiment basée sur une approche réactive, enfin, où on réagissait vraiment à chaque vague conséquente qui est arrivée une après l'autre, vers un modèle plutôt comme celui de la vaccination antigrippale où, espérons que ce soit le cas, la COVID-19 est probablement là pour rester et pourrait prendre forme de vagues qui pourraient s'espacer et en tout cas on s'attendait et c'est ce qu'on avait publié déjà en mai 2022, qu'on aurait une vague plutôt qui arriverait à l'automne-hiver, et pour laquelle les populations à risque auront besoin d'une protection. Donc, on fait le pari et encore une fois, personne n'a des boules magiques et peut voir, c'est ce qui va se passer. Mais on s'est dit que, les schémas vaccinaux, de la population en général sont très complexes parce que nous avons eu, plusieurs, types de vaccins, certains basés sur, les ARN messagers. Nous avons eu, AstraZeneca à un moment, nous avons eu le vaccin de Janssen, puis il y a l'option maintenant du vaccin de Novavax et les parcours vaccinaux se complexifient quand on prend en compte l'infection, qu'on a pu, avoir, même si elle n'est pas symptomatique et qui
vient marcher comme un boost pour notre système immunitaire. Et la recommandation que nous avons faite pour la campagne qui a débuté déjà ces mois-ci est de nous dire que toute personne qui a des facteurs de risque de faire une forme grave de la maladie ou dans une stratégie de cocooning pour protéger les personnes fragiles et avec des problèmes surtout liés à une immunodépression qui ne peuvent pas être protégées par elles, qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes par la vaccination, donc de vacciner l'entourage. Et ceci implique aussi la vaccination des professionnels de santé. La vaccination leur est ouverte. Nous avons recommandé une dose additionnelle avec tous les vaccins qui sont disponibles, mais des préférences avec les variations des vaccins, parce que ce n'est pas dire nouveau vaccin, c'est un abus de langage. Nous avions tout d'abord les vaccins ARN messager basés sur la protéine spike de la souche Wuhan, donc la souche originelle. Et maintenant, tant Moderna comme Pfizer ont fait une variation et ont demandé l'autorisation pour cette variation du même vaccin. Et la seule chose qui change, c'est l'antigène. Et au lieu d'utiliser un antigène anti-spike contre la souche Wuhan, ils utilisent des antigènes pour les souches BA4, BA5 et il y a un autre vaccin pour la souche BA1. À moitié, je suis désolée, je n'ai pas des graphiques pour cela, à moitié des doses. Donc, il y a la moitié de la dose qui maintient des antigènes souche originale et l'autre moitié, soit BA1, soit BA4, BA5. Et les données que nous disposons aujourd'hui montre qu'il y aura une bonne tolérance qui est attendue au même hauteur que les vaccins qui étaient développés en 2020. Avec lesquels nous avons commencé la campagne vaccinale. Et en termes d'efficacité, soit on obtient la même efficacité qu'avec les autres vaccins, soit on obtient une meilleure réponse puisque les souches qui circulent actuellement, c'est les souches BA5 à plus de 90% et que la réponse immunitaire envers ces souches avec ces boosts, avec ces rappels pourrait être meilleure, mais encore, on n'a pas encore la preuve venant de la recherche ou des données en vie réelle, mais au mieux, on a une meilleure réponse vis-à-vis du variant qui circule. Encore une fois, c'est le principe de la vaccination antigrippale. C'est une bonne nouvelle que les fabricants puissent être capables de nous proposer des vaccins adaptés. Je touche du bois, mais le jour où on aurait si les cas arrivent à un variant qui est très agressif et pour lesquels il faudrait revacciner tout le monde, les fabricants seront très réactifs et pourront, avec ces changements d'antigènes, proposer des vaccins adaptés. Et c'est le cas maintenant avec les variants qui circulent. Oui, et la primo-vaccination, elle continue à être réalisée avec les vaccins initiaux. L'AMM qui a été octroyé pour l'instant 3 nouveaux vaccins, donc Pfizer BA1 Wuhan, Pfizer BA45 Wuhan et Moderna BA1 Wuhan. C'est une AMM pour des rappels. La seule condition, c'est que les patients aient déjà reçu leur schéma de primo-vaccination, qu'ils soient à 3 mois de la dernière infection et ou vaccination pour les plus de 80 ans. Et on recommande d'espacer des 6 mois pour les autres publics. Moi, je pense personnellement que, puisque institutionnellement, nous n'avons pas été récemment saisis sur la question, mais je pense que et j'entends très bien les contraintes des temps que vous, en tant que professionnel, vous avez sur le terrain, mais je pense que pour les professionnels qui le peuvent et qui sont
et qui sont en contact, enfin, je pense notamment aux infirmiers qui vont de maison en maison et qui font des visites à domicile et les pharmaciens qui sont disponibles pour les patients qui viennent pour d'autres raisons en pharmacie. Moi, je pense que tout contact avec un patient doit être l'occasion de le questionner et de réviser, de regarder si le carnet de vaccination est à jour, si ces patients est à jour, enfin si c'est pas forcément un patient, mais si la personne est à jour des vaccinations, et ça doit être une fois que le ministère aura fait passer toutes les lois, les modifications et les arrêtés nécessaires pour permettre que tant les pharmaciens, les sages-femmes et les infirmiers soient des acteurs vraiment j'ai envie de dire acteurs actifs, mais c'est redondant, enfin, mais des acteurs de cette vaccination puissent vraiment jouer leur rôle et avoir comme objectif collectif d'améliorer la couverture vaccinale, surtout des publics fragiles. Et donc, pour moi, ces consultations préventives à certains âges seront encore une fois une occasion de plus pour pouvoir regarder ces calendriers vaccinaux et nous assurer que la couverture est là. Oui, justement, c'est ce que je vous disais, c'est que moi, aujourd'hui, je tenais à vous présenter les recommandations que la HAS a publiées et qu'elle a transmises au ministère et qu'il y aura encore une phase législative, enfin une phase de mise en pratique. La DGS nous a tenu au courant qu'elles vont suivre toutes nos recommandations. Encore une fois, c'est au ministère de suivre ou pas. Dans les cas présents, ces recommandations leur semblent pertinentes et feront tout le nécessaire. Malheureusement, je ne connais pas le calendrier. Mais il y a une partie qui sera introduite dans le PLFSS, enfin le portage législatif sera le PLFSS. Donc disons que c'est une nouveauté que je vous apporte aujourd'hui et le temps de la réglementation suivra et vous aurez, je pense, l'information rapidement sur le terrain de ces modifications et de cet élargissement des compétences vaccinales. Alors la réponse est oui. Hem et juste, encore une fois, la recommandation de la HAS a été écrite de telle façon que nous sortions tous, de cette réflexion, 1 dose, 2 doses, 2e, 4e dose, 5e dose, 1er rappel, 2e rappel, parce que, les schémas sont tellement complexes que si je vous fais, graphiquement toutes les combinaisons possibles avec, en prenant en compte les infections plus les différents vaccins et schémas que notre population a pu recevoir, ça ne rentrerait pas dans une feuille A3. Et par un souci de simplification, mais pas que, la consigne est de se dire on va proposer cette dose de rappel à toute la population fragile et aux personnes qui sont en contact de ces populations fragiles de façon professionnelle ou dans l'entourage proche, en proposant une dose avec le vaccin dit bivalent, adapté, à condition que la dernière dose date de plus de 3 mois infection et ou injection date de plus de 3 mois pour les personnes de 80 ans et plus, tout simplement parce que c'est chez cette personne-là que le déclin est plus important en matière de immunogénicité, et pour toutes les autres personnes de plus de 6 mois. C'est la seule. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut calculer avec le patient donné, c'est de se dire de quand date la dernière injection. Si la dernière injection date du mois de août, la réponse est je ne le vaccine pas aujourd'hui
Ça dépendra, donc 60 ans, ça sera dans 6 mois. Probablement, ça va tomber donc en début d'année prochaine. Par contre, si ces patients a été vacciné au mois de, nous avons ouvert le deuxième rappel au mois de mars, donc il a reçu au mois d'avril ce deuxième rappel, alors la réponse est oui, puisque mars, avril, mai, juin, juillet, pardon, je calcule août, septembre, il est déjà dans le temps de recevoir une dose de rappel pour la vague qu'on commence déjà à avoir dans le territoire, pour pouvoir le protéger. Pour l'instant, c'est la législation actuelle qui est en vigueur, qui doit régir, les décisions qui sont, prises, en entreprise. Après, la réglementation des recommandations que nous avons réalisées, la réponse sera que l'infirmière, aura la compétence tant pour la prescription que pour, l'administration et donc, nous n'avons pas mis comme condition qu'un médecin soit joignable. Quand la personne est, quand le professionnel a la compétence d'administration, et d'ailleurs, je n'ai pas mentionné quelles sont les conditions de réalisation de ces recommandations, mais nous avons bien évidemment pensé tout d'abord au fait que les professionnels qui auront ces compétences-là doivent être formés si leur formation initiale n'est pas suffisante en matière de vaccinologie. Puisque on part du principe que si un professionnel est formé, avec une formation diplômante, certifiante et qu'il peut gérer, les cas, rares de réactions adverses, il n'y aura pas besoin de présence du médecin. Hem, du côté, législatif, encore une fois, je ne suis pas la meilleure personne pour, il faudra demander à un service juridique pour voir si ce type de campagne peut être envisagé, sans l'aval du médecin. Mais après, je pense que la meilleure façon, c'est de se coordonner entre professionnels pour, envisager ce type d'opération. Hors cas enfant, une dose. Nous avons le vaccin, à partir de 9 ans. Pour les enfants, c'est la même chose, c'est une dose et les vaccins qui disposent d'AMM à partir de 60 ans, c'est le vaccin Efluelda et il est, administré à une dose, annuelle pour la grippe saisonnière. Nous avons vu dans les études, surtout, au niveau, immunologique et en matière de réplication virale, que, le vaccin bivalent, mais c'était le cas aussi pour les autres, fait diminuer la charge virale et quand on fait des PCR, les CT, à différents niveaux ORL et voire pulmonaires est inférieur. Hem, pour les patients vaccinés versus, enfin dans les cas des vaccins bivalents, les études ont été faites chez la souris et déjà, une fois qu'on sacrifiait ces souris-là et qu'on prenait faisait les prélèvements, on voyait très bien que la charge virale était beaucoup plus importante chez les souris qui n'étaient pas vaccinées. Personnellement, je pense que tous les efforts sont bons pour protéger les patients et que nous, en tant que professionnels de santé, nous avons le devoir de rajouter absolument toutes les interventions qui vont en faveur de la maîtrise d'une situation épidémique pour protéger nos patients. Dans tous les cas, je ne voulais pas montrer aujourd'hui, mais généralement, quand je fais une conférence, je commence par expliquer le modèle, du fromage suisse où on voit c'est un modèle qui est revenu, c'est un modèle pour, la maîtrise des épidémies à virus respiratoires, où on montre très bien qu'il y a des différentes tranches de fromage avec des trous et toutes les tranches ont des trous et juste le message, c'est qu'il y a aucune intervention qui est 100 efficace et ce n'est pas
une tranche de fromage, donc une intervention qui va nous protéger. Et dans les types d'interventions, il y a des interventions qui sont à titre individuel et d'autres à titre collectif. Le fait que je porte un masque, c'est une intervention individuelle. Quand c'était nécessaire, le fait que je m'isole si je suis positive, c'est une intervention personnelle. La vaccination, c'est une intervention collective. Et je me vaccine pour créer un bouclier et diminuer, si ce n'est que de 2 ou 3 mois, la transmission. Je prends. De toute façon, c'est le même principe que pour la vaccination antigrippale. Les professionnels de santé font partie du public cible, tout simplement parce que cela permet de protéger les patients. Et je pense que nous savons, mais ça reste quand même mon opinion personnelle, nous avons un devoir de le faire et d'utiliser absolument tous les outils qui sont à notre disposition pour les protéger. Il faut donner le message aux femmes enceintes pour qu'elles comprennent l'utilité de cette vaccination, le fait qu'elles vont protéger leur bébé, enfin le fœtus à ce stade. Et ensuite, l'entourage ne recevra une vaccination que si la femme enceinte n'a pas été vaccinée. Donc le mieux, c'est de demander à la femme enceinte qui se rappellera très bien si elle a été vaccinée ou non. Et de toute façon, c'est une décision qui va être prise à un moment donné il va falloir, en tant que professionnel de santé, en tant que personnel soignant, il faut proposer cette vaccination à la femme enceinte. En fait, le chemin, il est l'inverse. Et si elle n'accepte pas pour des raisons qui lui appartiennent, il faudra lui expliquer que dans ces cas-là, il faut que l'entourage du bébé soit vacciné et inviter à la femme enceinte à diffuser cette information à son conjointe, aux grands-parents, à la nourrice ou pour la personne qui sera en charge du bébé. Voilà. Et donc, si vous voyez arriver, j'imagine, un futur grand-père ou une future grand-mère dans vos cabinets en disant j'aimerais bien être protégé parce qu'il y a un nouveau-né qui va arriver, la première question à faire, c'est êtes-vous sûr que la femme enceinte de votre entourage ne sera pas vaccinée? Je pense que c'est juste une question de communication. Alors, la HAS recommande l'administration d'une seule dose pour les personnes qui ont des contacts à risque et qui ont déjà bénéficié d'une vaccination antivariolique. Donc, les vaccins de première génération, il est d'avant 1980. Et en fait, pour établir que cette vaccination a été réalisée, euh, vous, pour ceux qui ont vécu cette vaccination, vous vous en souviendrez que même s'il n'y a pas de document qui justifie la vaccination, nous avons la preuve de la vaccination avec la présence de la cicatrice gaufrée qui est indélébile en fait, qui est caractéristique chez les personnes qui ont reçu un vaccin de première ou deuxième génération. Et si c'est le cas, une seule dose de vaccin suffit pour rebooster l'immunité et le schéma s'arrête là pour monkeypox, la variole du singe. Alors, la compétence, le calendrier des vaccinations des voyageurs est une mission du Haut Conseil de santé publique. Je voulais juste clarifier cela. Et en matière de vaccination méningocoque B, c'est bien ça? Méningite? Oui. Méningite pour les salariés. Oui, oui. Alors, la vaccination contre les méningo B et les sérogroupes A, C, W, Y est recommandée en France seulement pour les personnels des laboratoires qui sont des recherches qui travaillent spécifiquement sur les méningocoques. Tous les salariés qui travaillent en Afrique, je vous invite vraiment à vous référer au calendrier des vaccinations voyageurs qui est mis à jour de façon annuelle aussi par le HCSP. Et pour tout ce qui est sérogroupe ACWY,
il est recommandé pour les personnes qui seront dans zone de forte, enfin, zone d'endémie, en zone endémique, et notamment dans la ceinture de la méningite. Donc, il faudrait voir exactement où les salariés duquel vous parlez, euh, va en voyage. Voilà. Mais vraiment, je vous invite à vous référer au calendrier de vaccination des voyageurs. Les TROD ne sont pas recommandés. Ils n'ont pas fait la preuve, de leur, fiabilité en termes de performance. Donc la réponse est non. En dehors du document rattrapage, vaccinal, nous avons très bien noté que, il faut la preuve d'une vaccination, et si le statut vaccinal est inconnu, heu pour les anticorps tétaniques, antitétaniques, il est possible de réaliser une, hem, une analyse pour pouvoir voir adapter la dose de vaccin contre le tétanos. Par contre, si la recommandation est celle de si on n'a pas la preuve, il ne faut pas hésiter à recommencer le schéma depuis le début si la personne est concernée en fonction de l'âge. C'est une recommandation qui est beaucoup plus simple à suivre. Mais les TROD, c'est sûr, certain, ce n'est pas recommandé, hein. Oui, oui, pour les moins de 30 ans, tant pour les vaccins en primo-vaccination que pour les vaccins bivalents, seulement les vaccins de Pfizer restent recommandés.